Eric? Ah, c'est bon. Oui, oui, bonjour Adrien, toujours là. Oui, bonjour Eric, ça va? Ça va. Oui, donc Eric nous écoute du Japon. Donc avec Eric, on a monté un projet collaboratif autour des jumeaux numériques appliqués aux organes on chip. Pourquoi? Parce que pour l'introduction rapidement, Eric est mon ancien superviseur quand j'étais en postdoc au CNRS à Compiègne. Et on avait travaillé sur ces problématiques de jumeaux numériques, de modélisation. J'avais été impressionné par la capacité qu'ont ces outils à aller prédire même la consommation énergétique d'une cellule, par exemple, pourvu qu'on ait des bonnes expériences, en fait. Je fais tout ce qui était bluffant, c'est les données de qualité qu'il faut générer pour pouvoir faire ces modèles de qualité. Donc c'est aussi un driver hein, de Constellab, on va dire. Et donc avec Eric, il nous a recontacté, je ne sais pas si c'est moi peut-être, quelques années plus tard. Il m'avait demandé, tiens, tu as fait un modèle qui était intéressant, j'aimerais bien le refaire. J'ai dit, bon, j'ai pas le temps, je suis dans le privé. Et donc, derrière, désolé Eric, mais bon, c'est la vérité, mais derrière le vrai enjeu, c'est comment est-ce que, dans un laboratoire de recherche, on arrive à garder le savoir, garder la connaissance, tracer la R&D. C'est même un enjeu beaucoup plus important que de dire qu'on va recruter un expert en IA, parce que s'il part 6 mois plus tard, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, avec Eric, on échange de très bonnes discussions, je pense, de très beaux projets à venir sur ces enjeux. Peut-être que je te passe la parole, Eric, pour... Merci Adama, donc bonjour à tous. Merci Adama de m'avoir invité et d'avoir proposé dans ton événement de présenter nos travaux. Donc tu as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais essayer Non, mais tu de peux y aller. compléter un petit peu. Globalement, c'est un projet effectivement qu'on mène avec l'UTC. Donc moi je suis directeur de recherche chez CNRS et actuellement je travaille au Japon dans un laboratoire franco-japonais. Donc l'essentiel de la collaboration qu'on va présenter là correspond à des travaux qu'on a fait avec l'UTC. Donc il y a Rachid Djellali là, qui est connecté aussi, qui est mon collègue de Compiègne. Donc pour compléter l'introduction d'Adama, en fait on génère, nous au niveau expérimental, des expériences qui nous donnent des informations sur le métabolisme cellulaire, typiquement pour notre cas du foie. Les expériences nous donnent un certain nombre de paramètres, mais on n'est pas capable d'aller voir plus finement toute une série de paramètres qui vont être par exemple dans la cellule. Et au niveau de la compréhension des pathologies et des maladies, ça nous empêche de comprendre quelles sont les voies, les enzymes par exemple, qui vont être perturbées dans des pathologies. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de faire énormément d'expériences, l'enzymologie, mais ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de patience, notamment pour les expérimentateurs. Et donc l'idée qu'on a eue déjà il y a une quinzaine d'années, puisqu'on avait développé les premiers jumeaux numériques avec Adama en 2010, c'était de voir si en utilisant des reproductions mathématiques et des réactions biologiques qui nous intéressaient, on n'était pas capable d'aller voir au-delà de ce qu'on voit nous dans les expériences pour essayer d'identifier les problèmes. Donc avec Rachid à Compiègne, on génère des expériences, on génère des données omiques, donc on a des résultats sur la modification des gènes, la modification des protéines, la modification des métabolites qui sont engendrés dans nos cellules par des conditions saines ou pathologiques. Et on a transféré pour certaines ces datas à Thibaut Etienne et à Adama, avec l'idée de voir est-ce que leurs jumeaux numériques seraient capables de retrouver ce que nous on trouve expérimentalement pour avoir une première benchmark, et deuxièmement de voir s'ils n'étaient pas capables d'aller au-delà en nous proposant de nouveaux mécanismes qu'on n'aurait pas vus ou de nouvelles voies d'analyse qu'on n'aurait pas vues expérimentalement. Donc ce travail a été fait en collaboration avec l'UTC, avec le CNRS et avec Etienne et une stagiaire qu'on a en commun. Et il me semble que Adama a recruté la donc, bon. Et Thibaut va présenter, je pense, plus particulièrement ce qui a été fait concrètement par Jane Covery. Sur... Merci beaucoup, Eric. Bonjour, Rachid. Désolé, je ne t'avais pas vu connecté. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Bonjour. Non, je pense que Eric a tout dit, donc... Si, vous voulez dire qu'on est très content de travailler avec vous.
C'est réciproque. Passez la main. Thibaut, on te laisse faire la présentation. Merci Eric pour ta présentation. Moi, je vais vous présenter justement les travaux qui ont été faits dans cette collaboration. Donc, je vais rester assez haut niveau. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails. Donc, comme Eric l'a dit, on va parler. Comme ça. Ok. Donc, je vais vous parler justement d'intégration de données ohmiques, multi-ohmiques, dans des jumeaux numériques. Donc, des jumeaux numériques, une représentation numérique du métabolisme. Thibaut, tu peux te présenter en termes de background, c'est important. Peut-être que je vais commencer à me présenter. Donc Thibaut Etienne, je suis un PhD en mathématiques appliquées. Donc je travaillais à l'INRIA et je focus sur les modèles mathématiques en dynamique et l'intégration de données ohmiques. Donc via des méthodes statistiques classiques ou justement des méthodes basées sur du machine learning. Donc, chez Gencovery, je suis chargé de recherche en modélisation avancée et en intelligence artificielle. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux concepts sont intimement liés. Je vais vous présenter pourquoi. Donc ici, je vais vous présenter majoritairement la collaboration avec l'UTC, mais comme on l'a déjà dit, on a une collaboration avec l'Institut Imagine et avec l'Université d'Exeter. Donc la collaboration avec l'UTC, le but était justement d'investiguer les effets d'un pesticide sur le rat, donc un organisme modèle. Et comment on a fait ça? En utilisant des modèles d'organochip et en construisant un jumeau numérique, on va essayer justement de simuler des hypothèses et d'intégrer les données ohmiques pour aller justement répondre à la question biologique de base. On part toujours de là, une question biologique, et justement on va créer un formalisme autour pour répondre à cette question. Donc, comment ça se passe en pratique? En pratique, on va partir d'un modèle générique. Donc un modèle générique qui peut être extrait de bases de données, mais qui peut être reconstruit à partir du génome. Ici, on a eu la chance de travailler sur le rat, un organisme modèle, donc on a pu justement, à partir de biomodèles, partir d'un modèle générique. Ce modèle générique, il était très gros et il n'était pas spécialisé à la question biologique. Ça, c'était une première problématique. Comment on va faire ça? Une première étape, ça a été justement d'enrichir ce modèle-là et de le curer à partir des bases de données disponibles dans la littérature. Donc ces bases de données, il y en a plusieurs, et elles sont compliquées à interagir avec. Donc on a une brique dans Gencovery, enfin dans Constelab, qui s'appelle Biota. Biota, ouais, j'arrive pas à me faire. Et qui permet justement semi-automatiquement d'enrichir ce modèle-là. Je vous prends un exemple, typiquement une réaction enzymatique pour un certain pathway. On peut aller la contextualiser, par exemple, avec les données des paramètres cinétiques, comme par exemple le Km ou le K4 pour une réaction enzymatique. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, c'est justement la fameuse intégration des données ohmiques dans le modèle pour arriver à un modèle contextualisé. Alors, on ne va pas intégrer les données brutes, on va les pré-processer. Donc, ça peut partir juste d'une normalisation, mais ça peut aussi aller plus loin en faisant des analyses statistiques poussées pour justement les intégrer directement à l'intérieur du jumeau numérique. Quand je dis analyse plus poussée, par exemple, quand on a plusieurs conditions, on peut déjà aller analyser les données pour voir justement la différence dans les données entre les conditions. Ce qui va permettre justement de contextualiser un jumeau numérique qui sera capable d'être simulé dans une condition comme dans l'autre, et du coup d'analyser les différences. La troisième étape, on parle de jumeau numérique du métabolisme, donc on va essayer de simuler, on va simuler ce jumeau numérique contextualisé dans plusieurs conditions basées sur des hypothèses biologiques. Donc ça, c'est très bien, on a des résultats, on obtient des flux sur les réseaux métaboliques. Mais une partie qui est très importante et que j'ai rencontrée tout au long de ma carrière académique, mais aussi chez Gencovery en interagissant justement avec des biologistes,
c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Et la partie interprétation et visualisation est assez cruciale pour justement interpréter les données. Et justement, c'est la dernière partie où là, on va se baser justement sur des outils préexistants, mais aussi développés au sein de Constelab, qui vont permettre justement d'enrichir, cette fois-ci, nos résultats finaux. Donc par exemple, faire de l'enrichissement de pathway, mais on peut aller beaucoup plus loin sur ce domaine-là. Enrichissement et vue associée. Donc par exemple, ici, je vais revenir plus en détail dans la slide suivante, mais si on rentre un peu plus dans les détails, l'UTC nous a fourni des données transcriptomiques dans plusieurs conditions, avec aussi des données NMR, enfin multi-omiques, tirées de la publication que je mets là. Comme je vous l'ai dit, on va enrichir ces données-là par des bases de données publiques. On obtient un jumeau numérique contextualisé, donc dédié à la question biologique proposée par Eric Leclerc. Et en sortie, là c'est juste des exemples, je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails, mais en sortie, justement, on a pu identifier, en simulant le jumeau numérique, certains flux qui justement étaient différentiellement exprimés dans une condition par rapport à l'autre. Et c'est ces fameux flux qui sont très difficiles à mesurer expérimentalement qu'on peut aller justement identifier. Très bien, on a ces flux-là. On va utiliser, ici c'est une représentation KEGG, peut-être que ça vous parle, mais justement on va aller justement essayer de représenter ces flux-là, cette fois-ci sur un graphe biologique, pour aller identifier quel est le pathway qui est touché lorsqu'on ajoute une drogue en quantité, en grande quantité, en petite quantité, selon les hypothèses biologiques. Ça, c'est un exemple. Donc, c'était basé sur les travaux de stage de Maeva. C'est de l'intégration de données micro-arrays. Ce pipeline que je vous ai présenté, il est très bien aussi adaptable à d'autres types de données. Ici, par exemple, je vais être succinct, mais sur la collaboration avec l'Institut Imagine, qui, là, cette fois-ci, on travaille sur un jumeau numérique humain. Donc, la taille n'est pas du tout la même que l'Aura, la complexité n'est pas du tout la même non plus. Mais, en contrepartie, on a des données de single cell, donc des données en plus grande quantité, de meilleure précision, etc. On a suivi le même pipeline, donc les résultats sont en cours de développement encore, mais justement, on est arrivé à un jumeau numérique contextualisé pour la problématique construite avec l'Institut Imagine. Et justement, là, on travaille sur la visualisation, puisque justement, sur le jumeau numérique humain, on est en grande dimension et justement, les pathways sont beaucoup plus grands et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une visualisation pour le biologiste dédié au problème. Enfin, tout le pipeline que je vous ai présenté, en fait, c'est un pipeline assez classique. Si je reviens rapidement dessus, les étapes, si on les prend individuellement, c'est des étapes connues, on va dire, qui sont dans Constelab. Et tout ce qui est justement, toutes ces étapes-là, on a construit un pipeline pour les interconnecter. Le problème avec ce pipeline-là, c'est que justement, il est basé derrière sur des hypothèses mathématiques relativement fortes et justement, selon les analyses qu'on fait, peuvent être pas biaisées, mais justement, on peut obtenir des résultats qui ne sont pas au potentiel par rapport aux données. C'est pour ça qu'il y a une autre approche qui est basée plutôt sur justement l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones, donc machine learning, qui est là, l'idée c'est de prendre en entrée les données et par exemple des données de gènes, les associer au flux et de, comment dire ça, supposer qu'il y a une relation entre les gènes et le flux. Mais cette relation-là, elle est compliquée, elle peut être régulée par exemple par des petits ARN, par des facteurs de transcription, etc. Et on la modélise par un réseau de neurones qui va essayer d'apprendre la non-linéarité entre le gène et le flux. Une fois qu'on a fait ça, on va apprendre là-dessus, simuler. Donc ici, c'est un exemple de pipeline basé sur les graph neural network et la flux balance analysis. Donc flux balance analysis, c'est la méthode qu'on a utilisée avant, mais cette fois-ci, elle est faite par du machine learning. On va essayer justement d'interpréter, comme je vous le montre justement pour l'output, exactement ce que je vous ai présenté dans la fin du pipeline, quel flux varie entre différentes conditions. L'atout de ce pipeline-là,
c'est qu'il est automatique et augmente grandement la qualité et l'interprétation des données. Le biais de cette... il faut le signaler, il n'est pas parfait. Le biais de justement ce pipeline-là, c'est que comme tout algorithme d'intelligence artificielle, il faut des données. Donc il y a une balance à trouver entre la quantité de données et la méthode à utiliser. C'est pour ça que sur Constelab, on peut avoir ces deux pipelines-là qui permettent de s'adapter en fonction du projet à la quantité de données, mais aussi au pouvoir d'interprétation ou à l'hypothèse biologique choisie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est juste pour préciser, toute la partie d'estimation de flux métaboliques est basée sur des algorithmes. Ah oui, j'ai un micro là. Tous les algorithmes de traitement de flux métaboliques jumeaux numériques sont basés sur des algorithmes propriétaires qu'on a implémentés chez GeneCovery, qui sont assez différenciants dans la capacité à intégrer des données de laboratoire. C'est-à-dire qu'on fait de fortes hypothèses mathématiques, hein, comme a dit Thibault, notamment sur le fait que les flux sont à l'équilibre. Donc ces algorithmes internes qu'on applique, qui permettent de pouvoir relaxer certaines contraintes et donc être plus proche de la data en fait. C'est des choses sur lesquelles on travaille là, on est en train de créer un papier qu'on va publier pour communiquer toujours avec l'esprit Open Innovation. Ah oui. Oui, parce que du coup, Adama, tu dis que vous allez publier. Et donc là, on voit qu'on a des données ohmiques, donc en fait multi-ohmiques. En plus, on a des réseaux dynamiques. Potentiellement, on a des analyses avec des temporalités différentes. Comment on fait quand on publie des données aussi complexes sur des réseaux un peu dynamiques? Comment on fait pour simplifier et partager ça avec la communauté scientifique? Est-ce qu'on balance la réponse à la question à Eric ou la publication? Non, mais je pense que... Oui, donc disons que... Alors je ne sais pas si pour nos cas particuliers, après je ne sais pas pour tout le monde, mais nous ce qu'on fait souvent dans le papier, bien sûr on met les résultats principaux. Par contre ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'il y a les données brutes, vraiment brutes, sorties sans aucun traitement, qui sont données qui sont déposées sur des archives en ligne, type Géo par exemple, qui ont l'intérêt d'être brutes, donc sans aucun pré-traitement, donc les gens peuvent les réutiliser. A posteriori, par contre, souvent c'est dur parce qu'ils n'ont pas forcément accès à tout ce qui était les plans expérimentaux. Et l'autre aspect, c'est qu'entre les deux, pour nous, en tout cas, j'ai tendance à mettre en ligne sous forme de données supplémentaires qui sont sur des archives de type Zenodo, GitHub, voire directement sur les journaux, toute une série de ce qu'on appelle de fichiers supplémentaires qui donnent quelques éléments d'analyse. Mais effectivement, les datas sont tellement complexes et tellement grosses que c'est très compliqué de tout publier et d'avoir une vision claire et exhaustive des résultats quand on n'a pas vraiment fait l'étude soi-même. Parce que il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs traitements qui sont faits, il y a des tas de façons d'interpréter les datas ou de faire des comparaisons. Et donc, on ne donne que celles qu'on a fait ou qui nous semblent pertinentes. Mais c'est très compliqué de donner tout le dataset. Et d'ailleurs, je pense que c'était une des difficultés qu'on a eues au départ avec Adama. C'est quand il voulait conceptualiser ces jumeaux numériques, il pensait qu'il aurait pu prendre assez facilement toutes ces données de la littérature, mais c'est très peu exploitable en vérité. Et pour rebondir là-dessus, peut-être Eric, est-ce qu'on peut imaginer, parce que c'est un peu aussi peut-être l'objet de la question, parce que derrière, ce qu'on imagine aussi dans le futur, c'est que tous ces freins soient levés. Parce qu'aujourd'hui, en un clic, avec un rapport au format de Nature, vous pouvez envoyer votre publication chez l'éditeur directement. Il peut rentrer dans les expériences, il peut les resimuler, il peut reviewer l'article. Et aujourd'hui, il n'y aura plus de frein dans l'avenir, en fait, à publier des résultats avec transparence. Voilà. Et donc, c'est possible, on peut partager des résultats via un laboratoire numérique, on peut partager des rapports. Et des restes là, tous ces freins dont parle justement Eric Leclerc,
Ils existent, hein, et quand on veut partager des résultats, même quand on veut les maintenir auprès de la communauté, quand il faut relancer des analyses, beaucoup de bases de données sont cassées et demain on pourra en un clic, on va dire, publier. Oui, ça dépend un petit peu de la vision des éditeurs et des chercheurs. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas pour laisser ouvert? Ouais, il faut les convaincre. Parce que j'ai bien entendu que Bayer, par exemple, était à côté, mais quand Bayer dispose de leurs data, ils sont pas en open source. Donc il y a de plus en plus aussi comment dire, de restrictions, de savoir est-ce qu'on peut vraiment tout publier ou pas et quelles sont les conditions d'accès aux data, quoi. Par exemple, les industriels, ils partagent pas, il y a plein de choses qui sont pas partagées, par exemple. Donc, très difficile de savoir jusqu'où on peut ouvrir en open source les data, quoi. Ouais, j'avais plusieurs questions, mais la première pour rebondir sur ce qui vient d'être dit finalement. Une des forces de l'AI, si je comprends bien, c'est la capacité à aller chercher des données dans finalement ce qui a été publié avant. Donc là, ça soulève quand même énormément de questions sur comment est-ce qu'on choisit ces données, est-ce qu'on les score en fonction de la robustesse et comment on juge de cette robustesse, parce que ça va changer d'un scientifique à un autre, même au sein d'un même laboratoire. Donc ça, c'est déjà un gros paquet à éclaircir. Mais ce que je voulais, là, la première question peut-être, c'est pour la publication, quand on va utiliser ces données que l'AI va être allé chercher, finalement, aujourd'hui, dans une publication, on nous demande d'être innovant, d'apporter des nouvelles données, etc. Et ce qu'on va utiliser, ce sont des données qui ont déjà été publiées, et dans quelle mesure on serait autorisé à finalement publier quelque chose avec des données qui ont déjà été publiées, même si c'est une réanalyse. Il y a quand même peu de chances que des réanalyses de données soient autorisées pour publication. Il n'y a pas assez d'innovation. C'est la première question. Et l'autre question qui va peut-être arriver sur le point d'après, c'est quand on collecte des données dans l'existant, comment est-ce qu'on score la robustesse de ces données? Et d'un point de vue personnel, pour avoir passé 10 ans à la paillasse, je pense que c'est impossible, mais c'est mon point de vue et j'attends d'être convaincu du contraire, que l'AI le fasse à la place d'un chercheur qui va regarder comment va être fait la manip, comment va être réalisé le protocole, etc. etc. Et je ne suis pas anti-technologie ou anti-évolution, mais il y a certaines expériences qui ont été faites dans les années 70-80 qui sont la base de la science aujourd'hui, extrêmement simples, extrêmement claires et qui donnent des réponses extrêmement... voilà, on maîtrisait vraiment la façon dont avait été faite l'expérience et on maîtrisait le résultat. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup des kits pour générer des tonnes et des tonnes et des tonnes de données, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. Je suis d'accord. Et ce sont les données qu'on va utiliser pour faire ces modèles, pour faire ces prédictions. Donc comment est-ce qu'on répond à cette question? Alors, il y a un peu plusieurs questions. Si je réponds sur justement le premier point, par exemple sur l'article des années 70, déjà on rencontre le problème où il n'y a pas forcément le tableau Excel associé à la publication. Donc les données sont sous format PDF, on copie les données, on les met, c'est compliqué. Donc il y a ce premier point où ça, une fois qu'on a trouvé, l'IA est capable d'aller récupérer ces données-là. Un deuxième problème, c'est que ces données-là, ils peuvent aussi être dans une phrase, avec un sens biologique où il faut lire l'article. Et ça, c'est l'IA. On a justement un outil qui s'appelle SmartDB qu'on peut interroger. Donc on lui pose une question biologique, il va aller chercher sur certaines bases de données, pas tous, mais sur PubMed et sur les articles disponibles en libre accès. Justement, les articles qui sont liés à la question biologique, la phrase ou le paragraphe, et justement interpréter la causalité dans le texte. Donc ça, c'est déjà une première réponse. Donc, par exemple, sur les articles des années 70, si on a le texte, alors encore faut-il que justement il soit, alors j'allais dire bien écrit, mais pas écrit à la main, on va dire. Mais ça, c'est pour une première possibilité. Après, pour le droit des données, en fait, en IA, on va créer des corpus où justement on va s'assurer en amont que dans ce corpus-là, il n'y a pas de problème de propriété. On peut pas, enfin pour l'instant, surtout chez Gencovery et dans Constelab, on n'a pas d'outils qui permettent de vérifier, qui va lire par exemple les licences automatiquement et nous dire ah ok, on peut prendre ces données-là parce qu'elles sont disponibles et libres d'accès. Mais normalement, il y a quand même des sites, quand les données sont mises sur certains sites, on sait que les sites sont en open source. Hein.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense que les algorithmes d'IA générative aujourd'hui se basent sur des sites open source ou avec la licence Common Creative en termes d'open innovation pour le faire. Donc on le sait effectivement, Eric. C'est vrai. Et en complément sur le scoring, je ne sais pas comment dire en français, mais effectivement, c'est un problème. Mais justement, le but de l'intelligence artificielle et des outils d'apprentissage, c'est qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus puissant et ça sera capable de scorer. Donc, je pense que les algorithmes, dans quelques années, remplaceront tout ça, parce qu'un chercheur, finalement, il le fait, le scoring. Il le fait parce qu'il a eu un apprentissage de ce qu'est un bon papier, de ce qu'est un bon résultat, de ce qu'est une bonne équipe, de comment la renommée de telle ou telle équipe ou tel et tel résultat sont venus à lui. Donc si tout ça s'est implémenté dans les outils d'intelligence artificielle, faut pas se faire je pense que ça sera implémenté et qu'il y aura des méthodes d'évaluation qui seront capables de donner un poids dans l'algorithme. Et donc typiquement dans le computational method, dans les graphical networks, il y aura des poids aux hypothèses qui seront données en fonction de ça. Et à mon avis, ça risque d'arriver très vite. Parce que c'est des tâches en fait qui sont routinières. Donc à partir du moment où c'est routinier, ça risque il y a aucun souci pour que ça soit remplacé par la machine, à mon avis. La vraie question et le vrai problématique derrière, juste pour finir, c'est que justement quand on utilise une IA, il faut avoir bien conscience de qu'est-ce que c'est derrière. Et justement, il y a le rôle de formation et derrière. Par exemple, je vous ai parlé de SmartDB. Quand je parle de causalité, c'est toujours associé avec une probabilité de fiabilité. C'est une causalité dans un sens ou dans l'autre avec 60% de véracité. Et du coup, il faut savoir ce que ça veut dire 60%. Est-ce que c'est 60% oui, on peut y aller, ou alors on n'est pas loin de 50%, en fait, ça peut être dans l'autre sens, par exemple. C'est vraiment ce truc-là, et du coup, il faut être formé à interpréter les résultats d'une intelligence artificielle. Et on a un peu de retard, on va peut-être accélérer. Et on va continuer la discussion tout à l'heure. Effectivement, d'où l'importance de garder le chercheur au cœur de la R&D, en fait, et de l'augmenter plutôt que de le remplacer complètement, je pense. Et donc, rapidement, on a peut-être 5 minutes. C'est une vidéo d'Olga d'Exeter, Université. Au revoir. Ah oui, Eric. Ah bon. Au revoir, Eric, merci bien. Oui, je me reconnecterai plus tard. Pardon, au revoir. Ça marche. Merci Rachid.